Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Mélanie, je suis la présidente de Montréal Python. Et je vous fais juste l'introduction de Montréal Python, puis après, je laisse la présentation un peu plus technique. La pression à quelqu'un d'autre, exactement. Juste pour savoir qui connaît Montréal Python. Okay. Donc, qui est venu à Montréal Python? J'espère que toutes les personnes qui... Ah, non? Bon, donc, je vais essayer de vous convaincre de venir à nos prochains événements, puis vous expliquer un peu ce qu'est Montréal Python. Donc, c'est une association qui existe depuis 2009 et qui promouvoit le langage Python, surprise. Et donc, on a vraiment pour le but de, avec ce langage, de créer une communauté qui est bienveillante et qui est orientée logiciel libre. Et en fait, on organise des conférences à chaque mois. Cette année, toutes nos conférences sont au NAD. C'est aux Places des Arts, vraiment dans l'ONF. Et donc, on a une conférence par mois avec 2 speakers et un moment de réseautage. On travaille fort pour reprendre les workshops parce que fut un temps, Montréal Python faisait des workshops. Donc, l'équipe essaye de recréer ces moments-là. Et on a un esprit très communautaire où on commence aussi à faire des événements un peu plus communautés. On ne parle pas forcément que de tech, mais qu'on essaye de relier les gens parce que tout le monde a accès à toutes les connaissances sur Internet aujourd'hui. Et on trouve que c'est important que les meet-up créent de l'humain. Donc, c'est ça, on essaye de fédérer une communauté qui est inclusive et passionnée. Inclusive pour tout le monde est le bienvenu. Les femmes, je me mets porte-drapeau s'il le faut. On veut favoriser l'entraide et les échanges humains en rendant la technologie et surtout le logiciel libre, c'est une valeur très, très importante pour notre association, accessible à tous. Donc, voilà un peu pour la description. Et je vous invite à nous rejoindre. Je fais tout de suite la pub et comme ça, vous pouvez tout de suite marquer ça dans vos agendas. On a notre prochain événement qui est le 12 décembre. Donc, ça commence à 17h et c'est un spécial IA qui est sponsorisé par l'OPSIA, l'Observatoire international en impact social de l'IA et du numérique. Et justement, la présentation, on va faire Noël et un peu une introduction de ce qu'on va pouvoir parler en IA. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. C'est totalement gratuit. Il y aura de la pizza. Je dis ça. Ça peut en convaincre quelques-uns. Et on annoncera aussi tous les événements pour l'année jusqu'au mois de mai à cette date-là. Donc, vous êtes le bienvenu. Et je vais laisser ma parole à mon collègue Noël. Voilà. On va parler d'éthique et d'IA. Alors, ça peut être une présentation très technique, ça peut être une conscientisation, essayer de voir un petit peu qu'est-ce que les biais en IA. Moi, rapidement, je travaille pour une firme qui s'appelle FJNR. Alors, je suis aussi un des co-gestionnaires de Montréal Python, j'organise les conférences avec Mélanie. La firme pour laquelle je travaille, c'est vraiment une firme de R&D. On développe des solutions pour des startups et des universitaires, donc on travaille beaucoup avec l'IA, mais aussi surtout avec beaucoup d'entreprises différentes qui sont à très fort potentiel de croissance. Donc, je vois beaucoup de choses qui sont pas très bonnes en IA ces derniers temps. C'est pour ça un petit peu ce talk. Je travaille aussi comme CTO à EmoScience, qui est une startup que vous devez peut-être connaître, qui est à l'UDEM. Ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille sur la reconnaissance faciale d'émotions pour aider les gens contre les risques de burn-out, mais aussi sur la conscientisation à la contagion émotionnelle dans les milieux de travail. Puis, tout dernièrement, pour Speech to Health, qui est une nouvelle startup qui démarre, toujours à l'UDEM, pour la détection d'Alzheimer à peu près 10 ans avant ce qu'on fait aujourd'hui, à partir d'échantillons de voix seulement. Il y a des choses très intéressantes qui arrivent. L'idée, c'est de mettre en lumière les biais négatifs de l'IA, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'un biais, qu'est-ce qu'on a comme biais négatif, discuter des implications éthiques et des responsabilités de tout à chacun, et aussi de voir justement quelques acteurs de solutions autour de Montréal que vous pourriez aller voir dès aujourd'hui et qui proposent des solutions concrètes pour vous aider dans vos projets IA. Alors, déjà, est-ce que quelqu'un a une définition d'un biais? Dans la salle, il y en a un qui veut se mouiller. Qu'est-ce que c'est qu'un biais? Les cours d'école, Vas-y. Une idée préconçue, quelque chose de personnel. Il y a quelqu'un qui a une meilleure définition que ça? En IA. Alors, en général, mais en logiciel, en IA, ouais, parce que tout le monde fait de l'IA, tout le monde a des solutions, mais personne ne veut se mouiller.
Effectivement, donc il y a le côté un peu biais dans les data. Est-ce que c'est représentatif de l'échantillon type? Est-ce qu'on arrive à avoir une représentation de la population réelle? On va effectivement avoir une tendance à interpréter des informations de manière subjective. Donc subjectif, ça veut dire que ça va vraiment dépendre de tout à chacun. C'est pas objectif, on n'est pas sur des faits. On peut l'expliquer. C'est pas parce qu'on peut expliquer que ça devient objectif. Quelqu'un peut être raciste, très bien capable d'expliquer son choix. Ça ne veut pas dire que c'est objectif et qu'on doit l'accepter en tant que société. Donc, il faut faire très attention à ça. Souvent, on dit que expliquer l'IA, ça suffit. Pas du tout. On peut très bien expliquer des choix qui sont très mauvais et subjectifs. On va aussi avoir souvent le problème que c'est souvent influencé par des préjugés ou des préférences personnelles, effectivement. En statistique et en recherche, de manière générale, un biais, c'est des erreurs systématiques. Ça veut dire que c'est pas parce que l'IA, une fois, vous dit une erreur ou vous dit un truc qui est un petit peu borderline, que forcément elle a un biais. Ça peut juste être une hallucination, ça peut être un échantillon très réduit des réponses. Mais si ça devient systématique, qu'on est capable, lors de l'entraînement du modèle, quand on va le tester, d'arriver à valider que généralement, elle tend plutôt d'un côté du spectre par rapport à l'ensemble des réponses valides, à ce moment-là, on va considérer qu'elle est biaisée. Et normalement, en tant que développeur, en tant qu'utilisateur, en tant que fournisseur de services, il faudrait qu'on fasse attention à ça, qu'on le mesure et qu'on le corrige au besoin. Il y a aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours trop académique, mais c'est quand même utilisé dans des choses très importantes, notamment la réponse aux catastrophes, les diagnostics cliniques, comme nous par exemple c'est pour la détection d'Alzheimer, donc c'est quand même pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, ou même les investissements financiers. On a beaucoup maintenant dans mes amis qui demandent des questions à ChatGPT pour savoir dans quoi ils devraient investir. Pas vraiment la meilleure solution de faire un bon investissement. S'il y avait un bon tuyau, ça fait longtemps qu'il était connu. Typiquement, dans des biais négatifs, on pourrait retrouver des problèmes de justice. Ça, on le voit beaucoup aux US, ça arrive aussi au Canada, en France, etc. Essayer de détecter qui est coupable dans une scène, ou essayer au moins de limiter les gens qu'on devrait aller interviewer, etc., pour avoir plus d'informations. Il s'est passé un événement, je sais pas moi, dans un concert, on a 150 personnes qu'on pourrait peut-être aller interviewer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment savoir qui est le coupable là-dedans. Forcément, les policiers, ils veulent restreindre pour limiter leur temps d'action, limiter leurs dépenses, etc. Il y a énormément de biais là-dessus, notamment racistes, on l'a très bien vu dans les dernières IA qui sont sorties. Donc, il faut essayer de regarder un peu tout ça. Dans les recrutements, il y a beaucoup de boîtes en RH qui nous appellent des fois pour des projets. Puis quand on regarde sur quoi ils s'entraînent et comment ils s'entraînent, il y a énormément de préjugés. Typiquement, déjà, un super basique que si on fait des diplômes, on est bon. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'un gars qui n'a pas fait d'études. On peut très bien apprendre sur le tas, on peut très bien apprendre dans les entreprises, ça dépend qui est passionné vraiment. Puis, de manière plus générale, l'historique biaisé. L'IA s'entraîne sur des données. Si on ne fait pas attention à ce qu'on fait avec, forcément, on va continuer des biais sociétaux. Typiquement, le sexisme ou le racisme sont les deux plus présents qu'on trouve systématiquement. Donc, il faut faire attention à voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, quand est-ce qu'on a un risque avec l'IA? Typiquement, lors de la collecte des données, c'est possible déjà que vos données sont biaisées. C'est un peu l'exemple que donnait Cédric. Si vous prenez par exemple des données sur des ventes d'immeubles et que vous prenez que celles de Montréal, puis que vous essayez d'utiliser votre modèle IA ensuite pour trouver des solutions pour le monde entier ou pour le reste du Québec, vous êtes totalement dans le faux. Les données de vente de Montréal, c'est vraiment un écosystème sur une île donnée qui a son problème socio-économique. On ne peut pas l'étaler et le généraliser à l'ensemble du Québec. On va avoir le traitement des données. Ça, c'est un problème qui est beaucoup plus courant et beaucoup plus pervers, que les gens font beaucoup moins attention. Si votre équipe, par exemple, n'est pas diversifiée, vous avez juste des hommes blancs, cisgenres, qui ont tous des bac+5, enfin des diplômes d'ingénieur ou des maîtrises, et qui arrivent et qui font juste une manière de travailler, qui votent tous de la même manière, et qui essayent de voir la problématique, de trier les données, d'enlever les biais qu'il y a dedans, etc., puis de faire un entraînement, c'est possible qu'ils ne réalisent pas certains des biais qu'eux-mêmes mettent dedans. En fait, là, on va avoir justement le biais d'historique, où ils vont juste continuer des préjugés, ils vont continuer à les inclure parce qu'eux-mêmes ne les réalisent pas. Donc, notamment, si vous allez par exemple chez YouMeI, qui fait la reconnaissance faciale, les équipes sont hautement diversifiées. Ils essayent vraiment, lors des embauches, d'avoir des équipes constituées d'hommes, de femmes, de différentes races, de différents âges, de différents cadres socio-économiques, etc., pour essayer que les personnes qui travaillent dans les équipes puissent conscientiser tout ça. Puis aussi lors du fine-tuning finalement, et ça c'est le côté très pervers qu'on a tous dans cette salle quand vous développez des modèles IA, c'est que souvent vous n'avez pas votre propre modèle, parce que ça coûte aussi vraiment cher, il faut beaucoup de données. Vous allez juste le fine-tuner, faire une solution applicative, puis la livrer à grande échelle. Sauf que juste le système prompt que vous mettez dedans peut lourdement créer un biais.
Parce que par exemple, vous pourriez lui dire, essaye d'aider la personne, mais en faisant attention à tel ou tel risque, vraiment en déconseillant ces choses-là, parce que ça, en ce moment, il y en a beaucoup qui se font arnaquer. Sauf que forcément, dans le spectre des solutions, par exemple de financement, imaginons on veut faire du crédit, on dit, essaye d'éviter ces choses-là, c'est quand même quelque chose que souvent les gens font, puis c'est pas le meilleur. La façon dont vous écrivez votre prompt, vous allez favoriser les autres, sauf que finalement, ils ne sont pas forcément meilleurs. C'est juste que là-dedans, il y en a trop qui l'utilisaient, il y a eu trop d'abus, et du coup, là, on présente que les autres. Et du coup, on est en train de biaiser le résultat en l'emmenant, par exemple, sur du love money ou des choses comme ça avec de la famille, qui n'est pas forcément mieux, qui n'était peut-être pas adapté pour ce dossier-là. Donc, ça arrive un peu à tous les moments. Faut se poser des bonnes questions. Est-ce que ces données sont représentatives? Est-ce que les techniques utilisées intègrent des biais? Est-ce que le fine-tuning incite des préférences personnelles? Par exemple, si vous travaillez pour une société, est-ce que le modèle que vous donnez, est-ce qu'il est vraiment éthique ou est-ce qu'il essaie juste de vendre votre compétence? Puis la source, finalement, ça peut venir des utilisateurs finaux, vraiment les gens qui utilisent votre IA. Ce n'est même pas forcément vous le coupable ou votre compagnie. Ça peut être les gens, la façon dont ils posent la question. Si par exemple, on demande d'avoir quelle est la meilleure d'investir en crypto-monnaie avec les bitcoins, on précise déjà une solution de crypto-monnaie. On vient déjà d'enlever des portes possibles d'investissement. Du coup, maintenant, en IA, beaucoup de concepteurs essayent de prendre l'esprit de la question, de faire une pré-analyse de la question en retirant certains biais qui est déjà inclus dans la question parce que la personne était biaisée lors de sa question, d'en comprendre l'essence, de poser une vraie question qui elle est moins biaisée et ensuite d'y répondre. Donc là-dessus, il y a plein de recherches qui sont en cours, qui sont très intéressantes sur comment améliorer les questions de prompt, donc un pré-traitement avant l'analyse. Les fournisseurs de services qui vont fournir certains types de produits, effectivement. Les données créées sur Internet qui sont hautement biaisées, sauf que la plupart des gros modèles génératifs, donc les LLM que vous utilisez, sont entraînés sur une grosse partie de l'Internet mondial. Internet qui est très raciste, très sexiste, très pourri par endroits, on le sait tous. Les personnes responsables de la collecte des données, on en a parlé, ou les personnes en charge de l'entraînement, en général, ça revient quand même à l'humain. C'est-à-dire que les seules personnes qui sont responsables de ces sources, c'est des humains dans les flux. Et actuellement, souvent, quand vous regardez la manière dont c'est traité, on va dire que c'est la faute de l'IA, on va dire que c'est la faute de la machine, que c'est la faute du traitement. Il y a quelqu'un là-dedans qui était responsable et qui n'a pas pris sa responsabilité. Alors, on va prendre des cas concrets. Typiquement, imaginons que vous travaillez pour une société de crédit qui, l'IA, refuse systématiquement certaines demandes de crédit et l'utilisateur demande pourquoi. La question, c'est comment gérez-vous les demandes d'explication? La plupart du temps, ce qu'on voit en ce moment, puis je le vois moi-même, quand on travaille avec des sociétés en finance, ils veulent faire une préanalyse automatique, rapide, pas chère, pour pouvoir libérer le temps des humains, qui font normalement dans les bureaux, qui du coup réduire leurs frais humains. Généralement, ces solutions, elles vont juste vous dire oui, non, et elles vont au pire vous dire le package que vous pourriez prendre, ou elles vont mettre en relation avec un humain, mais en vous disant juste contact Cloudline, débrouille-toi avec ça. Normalement, on devrait essayer d'expliquer les critères spécifiques. D'ailleurs, au niveau des lois bancaires qui sont en train de se développer autour de l'IA, ça devient une obligation légale d'expliquer les critères de sélection. Qu'est-ce que l'IA a pris en compte? Faire attention qu'elle n'ait pas pris, par exemple, notre sexe, le fait de notre, je sais pas moi, le lieu où on habite, ou toutes ces choses qui seraient totalement illégales. Donc, faire attention que l'IA n'avait pas accès à certaines données lors du traitement. Expliquer le ratio d'importance de chaque critère. C'est bien beau d'avoir les critères, mais voir aussi qu'est-ce qui était utile vraiment là-dedans. Comparer avec les seuils acceptés, donc essayer de dire à l'utilisateur où est-ce qu'il se situe par rapport au threshold que normalement on était censé laisser passer, pour vraiment essayer de l'expliquer, le conscientiser à où est-ce qu'il se place dans cette décision. Proposer des conseils personnalisés, puis surtout souligner que c'est fait par une IA. Bientôt, ça devrait être légalement obligatoire de préciser que les choix ont été faits par des IA dans certains domaines, médical, financier, etc. Et proposer un contact humain pour prendre un deuxième choix. Obliger vraiment qu'un humain soit responsable au niveau interne de chaque IA qui roule, et que si un client se plaigne, on sait déjà quel humain est assigné à ces réponses-là et qui devrait la relire, comprendre lui-même qu'est-ce qui s'est passé et prendre une décision humaine en arrière. Typiquement, les problèmes qu'on a eu là-dedans, ça va être la perte de transparence. C'est-à-dire que les décisions de l'IA peuvent être opaques. On peut avoir du coup une solution de crédit qui vous dit, voilà, c'est pas admissible à moins de tel taux. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas eu les critères, on n'a pas eu l'importance, on n'a pas eu les données sur lesquelles il s'est basé, etc. Donc ça se trouve, il n'a même pas le bon dossier, on n'en sait rien.
Et la question, c'est comment décider entre un choix A et un choix B, ce que vous faites dans n'importe quel autre modèle. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est demander de prendre un choix. Et ça, je suis sûr que vous le faites tous les jours sur ChatGPT. Moi aussi, je le fais de temps en temps sans faire exprès. On le fait tous naturellement. On dit, ah, j'ai un résumé, est-ce que tu penses que c'est lui, option A, option B, est-ce que tu penses que ça passe ou pas? Lui demander de mettre un pourcentage de succès. Ça, j'en vois aussi des fois qui font ça pour essayer de contrebalancer le problème. Si vous demandez à un assistant ou à un collègue de vous dire projet A, projet B, est-ce que tu peux mettre un pourcentage? En fait, il est en train de choisir pour vous. Parce que, à moins que vous soyez vraiment maso, en général, quand vous avez 100% et 75% de succès, et que vous avez juste ça comme information, on prend le 100%. On ne va pas se mettre des bâtons dans les roues inutiles sans même savoir pourquoi, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc, on va plutôt essayer d'aller sur le plus haut pourcentage. En fait, on est déjà en train de prendre la décision directement. Mettre un pourcentage, c'est prendre une décision. Au contraire, dans votre usage de tous les jours, dans la façon d'utiliser les modèles, vous en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que concepteur, on devrait normalement demander des résumés. Essayer de prendre 2 cas et dire, est-ce que tu peux me donner les bons et les mauvais côtés de chaque? Ou même, est-ce que tu peux me lister les critères de sélection sans me dire s'ils sont bons ou mauvais, etc., mais juste me limiter le texte à un petit ensemble de bullet points, ce genre de choses. Puis demander de lister justement les bénéfices et avantages. Donc ça, typiquement, ça nous permet d'éviter le biais de perte de transparence. On a aussi la responsabilité, dans l'exemple qu'on a vu. L'IA ne peut pas être responsable, c'est une machine. Et du coup, comment est-ce qu'on prend une action sensible concrètement? Donc, laisser l'IA prendre le contrôle des décisions et des actions critiques automatiquement, pas une bonne idée. Sans déconner, dans les startups avec lesquelles je travaille, quand je vois les idées qui arrivent sur mon bureau, c'est un bon 80% des idées. Parce que si vous y réfléchissez, c'est aussi la manière la plus simple de proposer un service pas cher qui va soi-disant changer le monde. Le problème, c'est que ça prend des années pour développer une IA qui n'ait pas de biais, qui soit capable de prendre une décision sans même qu'on sache qui est responsable en arrière. Et les lois, justement, vont plutôt dans l'autre sens en essayant de double responsabiliser ce qui ne l'est pas. L'IA, alors ça se mesure, c'est une très bonne question, parce qu'elle en aura forcément des biais. Et finalement, un système, c'est pas parce qu'il n'est pas parfait qu'il ne faut pas le mettre en ligne, ça serait stupide, hein. C'est comme les voitures autonomes, on en a eu peur, ça va tuer des gens, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est de savoir quel est le taux de mort sur la route à cause de ces voitures automatiques. Quel est le taux à cause des gens qui picolent, qui fument, qui juste sont pas concentrés, sont sur leur téléphone, etc. On est très mauvais pour conduire en tant qu'humain. Et finalement, si le taux est plus bas, bah, on ferait mieux de prendre les voitures autonomes. C'est la même chose. Donc en fait, l'intérêt, c'est surtout de travailler avec un processus de collecte, de transformation et de mesure qui nous permet justement de mesurer ces biais-là. Donc déjà de les conscientiser, de comprendre lesquels ils sont, quoi faire et ne pas faire, le mesurer, et finalement, si on voit que c'est meilleur, le mettre en ligne. Exactement. Donc il faut mesurer aussi les équipes. Généralement, on va le faire sur les solutions finales, vraiment sur les prises de décision. Alors, c'est pour ça que les gros organismes comme le bancaire, le médical, on voit beaucoup d'IA, alors que finalement, c'est des milieux qui sont les plus durs à intégrer. Mais c'est ceux qui ont le plus de données déjà formatées. Ils étaient très en avance au niveau numérique par rapport à des petites entreprises plus légères. Vu qu'ils ont beaucoup de données, on peut regarder, par exemple, sur les 10 dernières années, les demandes de crédit, lesquelles ont marché, lesquelles n'ont pas marché, pourquoi, quels étaient les critères. Il y a déjà de la rétro-analyse, il y a beaucoup d'employés qui travaillent sur ces dossiers. Donc, beaucoup de data. Et finalement, maintenant, on met une IA, on essaye de la mettre 2-3 ans seulement, on évalue, et on peut benchmarker et voir ce que ça donne. Justement, est-ce que l'argument pour l'IA, est-ce que ça met plus de lumière sur les biais qui sont déjà courants chez les organisations? Est-ce qu'on va plus les contrôler à cause de ça? Énormément. Ça a ouvert beaucoup de choses, surtout sur le niveau sociétal. Typiquement, moi, je travaille beaucoup avec des RH dans le milieu IA, parce que pour eux, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas si vous travaillez avec des gens RH, mais quand vous avez 1000 candidats qui arrivent, la moitié n'ont même pas les droits d'immigration au Canada, donc c'est un temps phénoménal de tri. Les candidats font des erreurs dans les formulaires de postulation. Donc en plus, il faut les recontacter. On se rend compte que l'information elle était stupidement mal remplie, donc on a perdu du temps, etc. Après, il faut les rencontrer, une demi-heure par candidat, il faut faire les tests psychotechniques, les tests techniques, etc. Ça coûte une fortune. Et des fois, ils travaillent à la pige. Donc c'est énormément compliqué d'estimer combien on va facturer le client pour faire ça. Avec l'IA, on a automatisé beaucoup de choses et ça a levé énormément de biais et ça a aussi enlevé beaucoup d'idées préconçues.
qu'est-ce qu'un bon candidat, comment il s'intègre, combien ça coûte, tout ça, etc. Parce qu'enfin, on a eu beaucoup plus de données intercoupées entre les différentes entreprises, entre les différents secteurs, etc. Alors qu'avant, chaque professionnel était centralisé sur une seule type d'industrie, un seul type d'entreprise. Et finalement, les données étaient souvent biaisées quand on essayait de les réinstaller sur d'autres sujets. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Donc typiquement, on ne laisse pas l'IA prendre les décisions. Très mauvaise idée. Par contre, on peut essayer d'avoir une validation humaine pour les actions critiques. L'action critique, c'est imaginer par exemple, comme moi, j'ai immigré il y a une dizaine d'années, ma carte bancaire s'est fait automatiquement bloquer parce que j'ai fait un premier paiement au Canada, puis du coup, le système français a dit « t'es pas au Canada, on bloque ». Mais je suis au Canada, donc ça c'était des vieilles règles, hein, tout simplement, ils bloquaient le pays, puis ils bloquaient automatiquement. Moi, je me suis retrouvé sans carte de crédit pendant quelques jours, beaucoup moins sympa quand vous immigrez tout seul, à 8000 km, vous comprenez pas encore tout à fait l'action du coin, etc. Vous savez pas comment ça achète, vous comprenez pas les prix, vous avez plus de moyens de paiement, vous êtes dans la rue, c'est génial. Donc ça peut mettre des gens à risque. Là, ça va, moi je me débrouille pas trop mal, puis je connaissais des gens. Mais dans d'autres domaines, médicaux, etc., vous bridez l'accès par exemple à un hôpital, il peut y avoir des morts. Donc ça peut être vraiment grave. Puis au niveau financier, si vous empêchez des virements des fois pendant des semaines, ça peut complètement faire rater des achats, ça peut avoir des répercussions économiques majeures en arrière. Donc il faut faire attention que certaines actions soient revalidées par des humains. On va plutôt essayer de lever les pour et contre, évaluer un risque. Donc là, on va aller sur un pourcentage ou au moins sur essayer de la classifier avec des modèles très spécialisés, qu'on aurait essayé vraiment de mesurer les biais sur ces choses-là. Et quand elle aura pris une décision, finalement, on va juste flaguer un peu ces alertes, les donner à un humain qui, lui, va juste être en mesure de lire les résumés et de dire, effectivement, il y a quelque chose de louche, je vais investiguer ou je vais prendre une décision à partir des résumés. Pour les choses qui sont moins majeures, sur lesquelles on veut vraiment couper sur les coûts, parce que sociétalement, on n'a pas non plus envie de payer des humains pour des choses pas très importantes, à ce moment-là, on pourrait la laisser prendre une décision en faisant attention, chômage au biais, etc., puis en mesurant le fait que le biais qu'on a, c'est pas très grave pour l'action. Hein, typiquement, est-ce qu'on autorise de rentrer dans tel magasin qui est vraiment pas très important. À ce moment-là, on va essayer de mettre des processus de correction humaine. S'assurer qu'au niveau applicatif, on soit capable de contacter quelqu'un rapidement et que ce quelqu'un ait l'explication. Il y a vraiment une trace explanatory de l'IA pour qu'il soit capable de relire les résumés, etc., et de corriger l'action. Et ça, par exemple, dans les nouvelles lois bancaires qui sont en train d'apparaître, maintenant, dans les décisions automatiques, comme je le disais tout à l'heure, ils sont obligés d'expliquer les causes, les critères, les ratios d'importance des critères, etc. Mais ils sont obligés aussi de mettre un moyen direct de contact qui est clair et évident pour ce dossier. Donc, c'est pas juste appelle la hotline et débrouille-toi pour les trouver, pour que la personne puisse revoir la décision. Et il y a déjà un responsable qui va être délégué pour ce dossier. Il y aura forcément un gestionnaire de ce groupe de dossiers. Et typiquement, juste en information sur cette loi, le banquier n'aura pas non plus le droit de laisser une deuxième fois l'IA, enfin une fois, one shot. Si elle se trompe, c'est l'humain qui reprend. Et en cas de mauvaise décision, c'est forcément lui qui sera responsable. Ça ne pourra pas être l'organisme, c'est vraiment la personne qui a pris la décision, comme il l'aurait fait à l'époque. L'aggravation des inégalités. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté un peu historique peut s'évoluer. Il ne faut jamais penser que votre IA, même si vous l'avez entraîné, que vous avez fait attention au biais, que vous l'avez justement benchmarké avec votre population, etc., pour voir qu'elle était meilleure qu'à l'habitude, qu'elle va continuer. Les données, souvent, vous allez réentraîner votre modèle, ou les questions que les utilisateurs finaux vont poser vont évoluer avec l'écosystème. On ne pose pas les mêmes questions qu'il y a quelques mois déjà. Les gens se conscientisent, utilisent d'autres termes, évoluent sur la façon dont ils posent leurs prompts. Du coup, ne serait-ce que la façon qu'on l'utilise nous fait penser à des nouveaux cas d'usage qu'on n'avait pas pensé, sauf que sur du LLM typiquement, ou sur certains types de données, même si c'est un peu plus restreint, on peut avoir des JSON qui arrivent qui sont d'un nouveau format. On peut avoir des biais qui apparaissent, ou du moins qui commencent à devenir un peu plus haut que prévu dans certains cas d'usage. Donc c'est très important, quand vous faites des modèles IA, de les monitorer et de corriger les biais en donnant une scène de rétroaction, mais où vraiment il y a une partie de votre équipe d'entraînement qui reste à disposition, alors à long terme, trimestre, année, au mois, à la journée, peu importe, selon les usages et la quantité, mais qui va continuer d'évaluer les décisions qui étaient un peu plus les plus borderline, les plus négatives, les plus positives, etc., de manière à voir un peu qu'est-ce qui se passe, et surtout qui va faire des analyses statistiques sur l'ensemble des réponses, pour être capable de voir finalement, est-ce qu'on tombe un peu sur la même
population de réponses que ce que normalement on était censé avoir dans le monde tel qu'on l'avait conçu au début. En résumé, la supervision humaine, c'est essentiel. C'est vraiment important, c'est vraiment important de s'en conscientiser. C'est pas parce qu'on est des développeurs dans cette salle, c'est parce qu'on est peut-être juste des gestionnaires de projets ou peut-être juste qu'on les utilise, qu'on n'est pas responsable. Il y a vraiment toute une chaîne d'utilisation. C'est une nouvelle technologie qui est très puissante, qui évolue très vite. La législation est très lente de ce côté-là, puis c'est normal. Mais du coup, il faut vraiment se conscientiser en tant que société à savoir qu'est-ce qu'on veut en faire avec. Tu avais une question. En fait, surtout pour les entreprises qui sont dans la finance, le système, une société qui est biaisée, dans laquelle on met en place des systèmes financiers non biaisés, on ne va pas avoir des pertes de performance. Et si je peux élaborer, c'est, par exemple, on sait qu'il y a des profils. On va être biaisé, on va accorder moins de crédit dans les sociétés occidentales. Probablement qu'on est une femme venant du Moyen-Orient, et quand le système va être biaisé, il va accorder moins de crédit. On décide d'enlever ce biais. On accorde le crédit, pourtant, la société autour, le système global, lui, est biaisé. Tout à fait. Ce qui fait que là, on accorde un crédit qu'on n'aurait pas accordé au départ. Bien sûr, il est non biaisé et c'est mieux comme ça d'un point de vue. Par contre, il y a tout le poids. C'est une très très bonne question. Ça revient un peu à la question du benchmark, si tu y réfléchis un peu. Parce que le côté humain, finalement, il réplique. On fait juste simuler un être humain avec l'IA. On essaye de prendre un processus qui marche, l'automatiser, réduire les coûts humains. C'est tout ce qu'on fait, finalement. Si tu benchmarks ton équipe en place, c'est possible que déjà tes conseillers fiscaux soient racistes par mesure, en fonction du pays d'origine, du sexe, etc., peu importe. Parce que justement, ils savent que d'expérience, après 20 ans, tel ou tel profil, même si c'est méchant de le dire, ils ont moins de chances de réussite. Le truc, c'est que quand on dit c'est méchant de le dire, c'est qu'en réalité, il y a des variables sous-jacentes. Et ces variables sous-jacentes, ça peut être juste que selon d'où il vient, il n'a pas eu le même niveau d'éducation, il n'a pas eu les mêmes habitudes de vie, peut-être qu'il a grandi dans des milieux plus pauvres, du coup, il n'a pas les mêmes habitudes de consommation, peut-être qu'il a plus de facilité à faire une grosse dépense parce qu'il n'en a jamais fait dans sa vie, ou au contraire, jamais la faire, etc. Bref, il réagit différemment. Ce qui nous importe, c'est vraiment le côté légal, d'une part. Est-ce que tu as le droit de faire cet usage-là? Est-ce que tu as le droit de mesurer, par exemple, à son pays d'origine? Peut-être. Est-ce que tu as le droit par rapport à sa nationalité? Peut-être pas. Alors que finalement, c'est un peu la même chose. Donc, il faut regarder la loi, déjà, qu'est-ce qu'elle permet. On fait déjà avec les équipes, peut-être qu'il faut suivre un maximum. Et derrière, c'est de savoir, est-ce que toi, ce biais, tu veux l'intégrer? Parce que typiquement, imagine, tu travailles pour la BMO, tu es en train de développer ton modèle IA, peut-être que le biais, tu l'acceptes. Peut-être que justement, tu le veux. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une entreprise commerciale, elle est là pour faire du cash. Ça ne serait pas la première fois qu'ils font des trucs pas éthiques. C'est normal, comme toute compagnie commerciale, malheureusement. L'idée, c'est d'avoir conscience de ces biais-là. Et typiquement, il y en a d'autres en interne que peut-être ils ont encore, mais qu'ils essayent de supprimer malgré que ça va leur faire des pertes, parce que pour l'image de marque, pour les investissements du gouvernement, etc., ils se font taper dessus à répétition. Ils veulent vraiment que ça s'arrête parce que ça leur fait plus de mal que de bien. Et aussi parce qu'il y a d'autres biais qui, peut-être, eux, font perdre de l'argent, littéralement. Parce que peut-être que choisir par rapport au pays d'origine, on le fait, sauf que peut-être il y a beaucoup de pays d'origine où, en fait, ça ne change rien. Et du coup, peut-être que naturellement, on favorise, par exemple, juste les Québécois ou juste les Canadiens ou juste les francophones de pays riches, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus large les gens qui sont admissibles statistiquement et qu'il n'y a que certains types de pays qui ont des comportements différents. C'est un milieu très compliqué, ça pose beaucoup de questions sociétales, de racisme, etc., de savoir pourquoi c'est variable, et même est-ce qu'on doit les accepter. Parce que même si ça s'explique des fois qu'il y a vraiment une raison, si tu viens de tel endroit, tu as plus de chances d'eux, est-ce qu'on veut vivre dans ce genre de société et est-ce que la loi l'autorise? Finalement, il y en a qui doivent décider de explorer ces biais. Tout à fait. Qu'on fait déjà dans les équipes, on a tous un collègue un peu borderline, mais qui est très bon, puis on tolère certaines choses. À une échelle sociétale, par exemple, si j'accorde des crédits, je m'arrête après. Si on accorde des crédits, mais par contre, on sait que par exemple, d'un point de vue judiciaire, des personnes de couleur, elles sont plus souvent condamnées que pas. Donc moi, je peux poser mon crédit et puis j'ai pas de biais sur la couleur de toute personne. Pourtant, à chaque fois qu'il y en a une qui va être passée à la justice, ça va être amené en prison. Donc, tout à fait. En fait, on a, je pense, une fracture, c'est que même si mon système n'est pas biaisé, le reste l'est et ça impacte. Et effectivement, tout à fait. Et
c'est vrai que du coup, ces variables, c'est très compliqué parce que c'est un écosystème très complexe. En plus, quand tu changes une variable, il y a des effets de bord qui fait que la société change, que les gens réévoluent autrement. C'est très, très, très compliqué à évaluer. L'important, c'est d'en avoir conscience, de le mesurer et de benchmarker pour voir qu'est-ce que tu veux. Et de surtout pas utiliser un outil boîte noire en se disant, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, on va juste le poser, on va pas se poser parce que ça va être trop compliqué. Mais finalement, avoir des effets de bord que tu ne sais même pas la portée, ni les sujets. Qu'est-ce qui part en cacahuète là-dedans? Et ça, c'est très, très, très risqué pour ton entreprise. C'est très risqué pour la société qui l'utilise. Il faut faire très attention à tout ça. Au moins le benchmarker pour savoir à quel point. Au même titre qu'on le fait déjà avec les équipes, au même titre qu'on a des statistiques nationales sur les taux de racisme, sur les taux de sexisme, sur les taux de plein de choses. On a ces compétences. Donc, on sait que notre société, elle n'est pas bonne sur certaines choses. On connaît nos limites humaines, mais on les connaît. Donc, on sait qu'on va faire certains choix, on ne va pas faire confiance à certaines choses. C'est un peu la même idée. Je comprends, par exemple, que les scores de crédit. Aujourd'hui, il y a que les scores, on n'a pas comment c'est calculé en fait. Quels sont les paramètres? Est-ce que tu penses que le fait que l'IA va se généraliser, comme il va y avoir ces batchs, est-ce que ça va forcer ces sociétés, ces systèmes automatiques, doit-on à devoir mieux communiquer, à devoir mieux apprendre sur la façon dont sont calculés ces scores? Tout à fait. C'est sûr. Puis la loi, de toute façon, l'enforce. Il y a vraiment des travails énormes au niveau légal bancaire pour que l'IA s'intègre d'une certaine manière. Et voilà, j'ai tout pété. C'est bon. C'était ça que tu mettais en plein écran? Désolé. Oui, parce que du coup, la loi essaie vraiment de rattraper un peu le retard, parce que c'est très compliqué. À la fois, on ne peut pas brider l'IA, les autres pays avancent. Les startups, de son même avec ou sans loi, vont avancer parce qu'elles ne peuvent pas perdre leur compétitivité, quitte à payer des amendes, quitte à avoir des risques. Donc, l'idée, c'est qu'on doit rattraper ce retard-là. La question, c'est quelle énergie on veut mettre à se poser les questions sociétales, à choisir ensemble qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas, d'ici que l'IA sorte. Parce que l'IA, elle va sortir à une date donnée. On n'y coupera pas. L'important de ce genre de pitch, justement, puis c'est pour ça que j'essaie de conscientiser un peu tout le monde, puis que l'OBIA ou autre qu'on va voir après existe, c'est d'essayer de se poser la question de combien on veut mettre d'énergie là-dedans. Le bancaire, on a décidé d'y mettre beaucoup de temps, parce que forcément, il y a aussi des acteurs très riches qui ont beaucoup d'argent à perdre là-dedans. Du coup, on a déjà beaucoup de choses qui évoluent. Il va y avoir des lois qui vont obliger aux critères, ce qui est déjà légalement obligatoire. Sauf qu'avec l'IA, il y a eu beaucoup de laissés-passer qui n'étaient pas expliqués ou qui utilisaient beaucoup trop de données par rapport à ce qui était légalement autorisé jusqu'ici. Donc, il y a des choses qui évoluent là-dessus. Et normalement, dans les prochaines années, ça va être très, très, très carré. Question sur la gouvernance. Parce qu'on a tout train à dire que c'est le secteur d'affaires qui serait responsable. Tout à fait. Parce que ça bascule vers eux. Mais quand tu dois une ressource, on s'est parti dans le bref. La question, c'est est-ce que quand on intègre l'IA, ça peut être considéré comme un humain? Donc, c'est-à-dire, par exemple, c'est des ressources humaines qui sont responsables de s'assurer que les formations, des institutions, qu'elle a toutes sortes de formations sur l'éthique. Donc, les ressources humaines sont responsables de ça, le secteur d'affaires est responsable de sa performance, puis c'est tout, ça porte sa valeur prochainement. Donc, on doit comment on fait la performance? C'est une très bonne question. C'est des sujets d'actualité qui ne sont pas encore desservis. Si c'était qu'à moi, justement, ça tendrait plus dans cette chose-là. C'est un peu comme les lois de la RGPD ou la loi 25. C'est de la responsabilité par le bas. C'est-à-dire que chaque personne qui utilise certains types de services, à mon goût, c'est personnel, devrait être responsable. Parce que actuellement, la façon dont on structure les compagnies, c'est souvent départementalisé. Les gens ont des compétences. Moi-même, quand je vais parler à une personne de RH, j'ai aucune idée de tout ce qu'il fait pour s'assurer que ça roule bien, mais il y a énormément de processus, énormément de formation. C'est un métier à part entière. Il faudrait que je refasse une autre vie pour être à son niveau. Cette personne-là est capable actuellement de sélectionner, prendre des choix. Elle a reçu même des ordres dans certains cas. Pour moi, quand un nouveau système arrive chez eux, c'est lui qui est responsable de valider est-ce qu'il est bon. C'est pas au gars de TI. Parce que le gars de TI, à un moment, son chapeau, il va commencer à avoir trop de choses. Et forcément, ça va donner n'importe quoi. Donc, il faut vraiment que les personnes se conscientisent sur les outils qu'elles utilisent, qu'est-ce que ça fait, quels sont les biais, etc., qui sont fournis. Donc, ça pose vraiment des questions et ça, c'est des choses que justement, il faut discuter.
faut se retrouver, il faut participer à des brainstorming, il faut participer dans les activités de Montréal qui sont offertes. Il y a plein de choses qui évoluent autour de Montréal, où vous pouvez aller à des meet-ups, vous pouvez aller à des groupes gouvernementaux pour discuter de ces sujets-là, essayer de brainstormer, trouver des pistes de solutions pour qu'on puisse écrire des lois, pour qu'on puisse écrire des guides au moins pour consulter. Il est aussi crucial de faire une évaluation critique des résultats, forcément, et un engagement d'équipe diversifié dans le développement de l'algorithme. Ça, c'est vraiment très important. Et moi, à mon goût, c'est l'un des points les plus faciles à résoudre, et c'est l'un des points les plus critiques que je vois dans les projets que j'arrive. C'est que quand je vois les startups ou les universitaires qui arrivent, ils sont tout le temps dans des petites cliques avec juste des gens qui leur ressemblent beaucoup, et on amène très peu de multidisciplinarité dans ces projets-là. Or, c'est très important, quel que soit votre sujet, que vous soyez en biologie, que vous soyez en finance, etc. Si vous n'avez pas des gens dans d'autres secteurs dans votre équipe, vous n'êtes pas capable de voir les biais, parce que vous êtes déjà énormément biaisé. Il y a des sources, notamment l'UNESCO, qui fait beaucoup de travail à l'international. Alors ça, c'est vraiment à grande échelle. Vous n'attendez pas à avoir un guide pratique de quoi faire au quotidien, forcément, mais qui essaye de voir justement l'intégration de l'IA au niveau des pays. Alors c'est super intéressant comment on intègre un système juridique qui intègre de l'IA, des systèmes financiers vraiment nationaux, c'est les banques nationales, etc. Il y a beaucoup de travaux qui essaient de se faire pour essayer de voir leur niveau d'intégration, leur niveau d'accessibilité, etc. Ça pose aussi des questions géopolitiques. Est-ce que tous les pays ont accès à l'IA? Est-ce qu'ils vont prendre du retard à cause de ça? Est-ce qu'on devrait faciliter une IA internationale et autres? Beaucoup de sujets très intéressants. Beaucoup plus local, on a la charte de Montréal. Je ne sais pas si vous la connaissez pour la plupart. À main levée, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà signée? Voilà, il n'y a pas grand monde. Alors que c'est pourtant un sujet vraiment d'actualité. Puis à Montréal, c'est hyper accessible. Ils ont fait beaucoup de projets. La déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, c'est une déclaration qui vise justement sur le côté éthique de l'IA pour l'emmener pour les gens d'une certaine manière, etc. Donc, à la fois sur les processus, les valeurs, les objectifs de l'IA, comment ça doit se développer, quelle est la part du gouvernement là-dedans, quelle est la part du citoyen, quelle est la part des organisations. Vous pouvez aller le visiter sur leur site, déclarationmontréal-iaresponsable.com. Je vous invite à aller lire, c'est déjà un premier pas très facile d'aller lire ça, de voir un peu qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que les gens ont sorti de tout ça. Ça s'est fait sur plusieurs années, il y a eu beaucoup de brainstorming pour voir qu'est-ce que les organismes et les citoyens voyaient dans l'IA comme risque, voyaient comme piste de couverture de solutions, c'est pour couvrir ces risques et essayer de les mitiger. Donc il y a déjà un gros résumé pour rattraper un peu si vous n'êtes jamais intéressé à ces questions-là. Je vous invite fortement et vous pouvez la signer pour faire partie et vous engager moralement, un peu comme le jour de l'ingénieur, à faire partie de ça. C'est la mairie, c'est des startups, c'est qui alors? Alors, je sais que c'est soutenu par la ville de Montréal, mais c'est une initiative de l'Université de Montréal. Après, je ne sais pas exactement son statut juridique, etc. C'est parti de recherche de l'UDEM, c'est des professeurs qui étaient là-bas. On en connaît certains, du coup, moi je parle directement avec eux, mais j'avoue que je ne connais pas la structure. Alors, c'est privé ou... Non, c'est vraiment à but citoyen, ouais. Mais sur leur site, il y a vraiment beaucoup d'informations, n'hésitez vraiment pas. Il y a aussi des boîtes à outils justement pour vous guider sur tout un tas de sujets, et intégrer une IA, l'utiliser, etc. Il y a vraiment plein de boîtes à outils. Puis enfin, il y a l'Obvia, que j'aime beaucoup le nom, qui vient du verbe obvier, se mettre dans le chemin de freiner, réévaluer. L'Obvia, c'est un réseau interuniversitaire. Ça regroupe à peu près 240 chercheurs, donc là, c'est vraiment des chercheurs, qui font des publications justement sur l'IA, son éthique, son intégration, etc. Beaucoup d'évaluations sur les biais. Et notamment, ils ont développé un outil qui s'appelle Claria. Là, je prêche pour ma paroisse, du coup, c'est nous qui l'avons entraîné pour eux. L'idée, c'est une IA qui vous aide à réfléchir sur les enjeux éthiques de vos projets en IA. Donc, comment utiliser une IA pour faire mieux en IA. Vous pouvez parler de votre projet, vous lui expliquer un petit peu c'est quoi votre but, qu'est-ce que vous faites, d'où viennent vos données, etc. Et elle est automatiquement basée sur plus de 150, je pense, documents de recherche qui ont été publiés dans des journaux scientifiques et revus par des pairs. Donc, normalement, beaucoup moins biaisés, parce qu'on essaie vraiment d'avoir une revue par les pairs, tout un processus de sélection, de tri, etc., des idées. Essaye, à partir de votre projet, de vous dire « Ah, il y a des red flags un petit peu sur tel ou tel sujet. C'est sûr que tu vas rentrer dans ces risques-là, c'est certain. Dans ton domaine, la façon dont tu travailles, etc., tu vas tomber dans ces risques. Voici un petit peu ce que tu pourrais faire comme piste de réflexion, comme conscientisation, comme prise d'outils, comme prise de processus pour essayer de faire une meilleure IA et de mieux l'entraîner et de mieux la fournir
à tes consommateurs finaux. Donc, je vous invite à aller regarder ça aussi. L'IA n'est pas Non. Mais moi et pouvoir nous mettre en contact avec l'IA si Tout à fait. Pour l'instant, c'est juste pour des dirigeants industriels, parce que c'est des projets de plus grande ampleur qu'on vise pour le moment. Puis on essaie vraiment de commencer par le haut de l'échelle. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, on fera plaisir. On peut sûrement essayer de trouver un moyen de vous aider d'accès. Tout à fait. Vérifier les biais. Et le monitorer, le mesurer, parce qu'on ne veut pas le donner à toute la population. Donc, on y va doucement et chaque décision est revue, etc., pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les décisions qu'on leur a mises, quelles sont les mitigations qu'on lui a proposées, et travailler là-dessus. Ça prend plus de temps quand on le fait comme il faut. Puis enfin, du coup, si vous avez envie d'aller à Montréal Python, rappel 12 décembre, réseautage commence à 17h. Il y a de la bière. Vous pouvez prendre une petite heure de bière ou de boisson si vous aimez pas l'alcool. Puis la conférence 18h. On aura du coup le spécial IA. Je vais y faire une présentation si vous intéresse, que vous voulez faire de l'IA, mais plus concret, un peu moins théorique, blabla. On va faire du chaînage de modèles. Donc voir un peu, finalement, vous n'avez pas besoin d'entraîner vos propres modèles, souvent. Il y en a déjà plein qui existent. Comment prendre des modèles qui existent et les chaîner pour des solutions simples qui emmènent très peu de biais, donc sur des solutions qui ne sont pas forcément trop importantes pour la société, qui sont plus pour s'amuser ou pour optimiser vos flux de travail quotidiens. Et on aura une autre présentation de Jules, qui a un PhD en recherche en IA et qui, lui, va parler d'explicabilité en IA. Donc là, justement, on va tomber exactement dans le sujet de comment, quand vous entraînez vos modèles, mesurer le biais pour le benchmarker, pour voir justement est-ce qu'il y a des biais et comment elle a pris cette décision finale. Du coup, si vous êtes intéressé, je vous revois le 12. Et voilà.